Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, refuser de discuter, c'est faire des Français les victimes d'une absence de dialogue. Ces mots sont les vôtres, Madame la Première ministre, prononcés ici même le 11 octobre dernier. L'ensemble des syndicats s'opposent à votre projet de réforme des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites indique qu'il n'y a pas d'urgence. Plus de 65% des Français et 80% des actifs sont hostiles à cette réforme et à votre projet de recul de l'âge légal à 64 ans. La retraite à 1 200 € pour tous, on le sait maintenant, grâce à nos collègues, c'est un mirage. De plus, les femmes seraient les premières victimes de cette réforme injuste. Alors qu'il existe des mesures alternatives pour protéger et augmenter les ressources de notre système de retraite, l'augmentation du SMIC, l'augmentation des salaires des femmes, ou comme nos voisins espagnols l'ont déjà décidé, une mise à contribution des plus fortunés d'entre nous, ou encore une augmentation de la CSG sur les dividendes. Mais votre gouvernement s'obstine à repousser l'âge de départ en retraite, alors que les évidences sont là, alors que le bon sens démocratique devrait inviter à écouter nos concitoyens fortement mobilisés contre cette réforme. Vous semblez vous boucher les oreilles en attendant que la tempête passe. Mais en bon sénomarin, je me permets de vous prodiguer un conseil. Ballottés par les flots, les marins savent très bien que pour revenir au port, il faut écouter la mer, il faut la connaître. Écoutez, Madame la Première ministre, écoutez vos concitoyens qui défilent chaque semaine dans nos rues. Écoutez, entendez et dialoguez avec leurs représentants, avec les acteurs syndicaux. Comme vous, Madame la Première ministre, je crois que refuser de discuter, c'est faire des Français des victimes. Alors, ma question est simple. Quand allez-vous écouter les Français pour éviter le naufrage démocratique? Quand allez-vous retirer ce funeste projet de loi pour reprendre la discussion, notamment avec les partenaires sociaux? Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, de l'Insertion et du Plein Emploi. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Le Seul, vous avez dit, Monsieur le député, que pour retourner au port, il faut écouter la mer. Mais pour atteindre le port, il faut avoir un cap. Et le cap, nous l'avons. Le cap, c'est ramener le système de retraite à l'équilibre. Parce que vous le savez, le système de retraite est déficitaire. Nous le répéterons jusqu'au bout des débats et même après. Nous avons un système qui est structurellement déficitaire, avec 12,5 milliards d'euros de déficit en 2027, avec 13,5 milliards en 2030 et avec 20 milliards d'euros de déficit en 2035. Si nous ne faisons rien comme vous le proposez, Monsieur le député, c'est 150 milliards d'euros de dettes accumulées. C'est une baisse des pensions pour les retraités actuels. C'est un décrochage du niveau de vie des retraités par rapport au reste de la population. Vous dites, Monsieur le député, il n'y a pas de débat. Il y a eu du débat, de la concertation avec les organisations syndicales. Il y a eu du débat au Sénat. Le Sénat a voté le texte dans son intégralité. Le Sénat a voté l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Et s'il n'y a pas eu assez de débat à l'Assemblée, c'est votre responsabilité. C'est la responsabilité de la coalition autour de la France Insoumise que d'avoir pratiqué l'obstruction pour cacher ces divisions. C'est vous qui avez fait le choix de bloquer le débat et de ne pas assumer cette responsabilité. Monsieur le député, vous dites qu'il ne faudrait rien faire, ou vous dites plus exactement, il y a d'autres solutions. On les connaît, vos autres solutions. Des impôts, encore des impôts, toujours des impôts. Comme si augmenter les impôts était la solution. Augmenter les impôts, c'est la baisse du pouvoir d'achat, c'est la perte de la compétitivité, c'est du chômage en plus et c'est la faillite de la France. Monsieur le député, finalement, ce que vous nous proposez, c'est une alternative mortifère. La baisse des retraites ou la faillite du pays. Nous avons fait le choix de la responsabilité. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Le Seul. Monsieur le ministre et Madame la Première ministre, face à votre surdité, nous nous saisirons de tous les moyens constitutionnels pour dire non à votre réforme. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre des Solidarités. Aujourd'hui en France, plus d'un enfant sur 5 vit en situation de pauvreté. Nous n'avons jamais connu une aggravation aussi rapide de la précarité. Les indicateurs de grande pauvreté sont au rouge et doivent tous nous alerter. En décembre dernier, on comptabilisait plus de 1 300 enfants sans solution d'hébergement, un record tristement historique. Le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre montre que les enfants qui vivent dans les logements insalubres se comptent par centaines de milliers. Concernant l'alimentation, on observe une hausse de plus de 30% des bébés inscrits à l'aide alimentaire en Île-de-France des Restos du Cœur pour la campagne hiver 2023. Il y a aujourd'hui en France 110 000 bébés pris en charge par les Restos du Cœur, à l'heure où la campagne vient de se finir ce vendredi dernier.
Que vont-ils devenir? Quelle réponse nous apportons à cette urgence? Avec l'inflation qui s'aggrave en mars, qui est déjà à un très haut niveau, si on regarde le nombre de bénéficiaires, dont les enfants de moins de 5 ans, sur l'ensemble des grandes associations caritatives à l'échelle nationale, il y a de quoi être en urgence absolue de répondre à ce défi de bien grandir. Mais la grande pauvreté des enfants n'est pas une fatalité. La politique, c'est un art du possible. C'est devoir trouver des solutions sur un plan ambitieux. En juin 2021, lors de la présidence française de l'Union européenne, les États membres ont adopté une garantie européenne pour l'enfance visant à lutter contre la pauvreté des enfants. J'appelle solennellement le gouvernement à la prendre véritablement en compte, à appliquer les recommandations. C'était l'objet de notre tribune signée avec la présidente de l'UNICEF ce dimanche. Très bien. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à monsieur Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Isabelle Santiago, j'ai reçu il y a quelques jours la présidente Hazan, présidente de l'UNICEF France, pour faire le point effectivement sur la situation. Et je dois vous dire que je rejoins un certain nombre de vos constats que nous partageons, notamment le fait que dans notre pays, un trop grand nombre d'enfants aujourd'hui sont victimes de pauvreté et d'exclusion sociale. Je voudrais rappeler aussi que ces dernières années, l'action du gouvernement a été puissante et résolue pour réduire la pauvreté des enfants dans notre pays. Et c'est ce qui a permis, notamment pendant la crise sanitaire, d'éviter une explosion de la pauvreté et de maintenir un taux de pauvreté et une progression à un taux relativement stable. Bien évidemment, il nous faut continuer à agir. Et c'est d'ailleurs le constat que la pauvreté dans notre pays fait face à un déterminisme important, que nous avons construit le plan de lutte contre la pauvreté 2018-2022 et construit un certain nombre de mesures, notamment pour répondre à la pauvreté des enfants. Ça a été le cas avec, par exemple, le dédoublement des classes de CP, CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. Ça a été le cas également avec le bonus pour assurer la mixité sociale dans nos crèches. Ça a été le cas aussi avec les subventions du gouvernement aux collectivités pour assurer une tarification sociale de la cantine, les repas à 1 €, les petits déjeuners gratuits dans les écoles pour permettre aux enfants d'accéder à une alimentation plus équilibrée. Pour autant, on ne va pas s'arrêter là. Je vais présenter dans quelques semaines un pacte des solidarités qui a été construit avec mes collègues du gouvernement pour répondre à cette question dans toutes ses dimensions. Un pacte qui permettra de répondre à ces problématiques. Il nous faudra poursuivre le travail d'accès à une alimentation de qualité, également prévenir les inégalités sociales de santé et le décrochage scolaire, ou encore garantir l'accès à des temps libres favorisant l'épanouissement des enfants. Il me semble que c'est extrêmement important et nous le porterons aussi au niveau européen. Et je vous rappelle que la France a été l'un des premiers pays à mettre en œuvre la garantie européenne pour l'enfance. Madame la Première ministre, M. Dussopt disait hier devant les députés, je le cite, « Pour atteindre le port, il faut un cap. Ce cap, progrès, justice, équilibre pour nos retraites, nous le cherchons toujours. Et ce n'est pas le simulacre de démocratie que vous avez offert au Parlement qui nous a permis de nous en rapprocher. Premièrement, les retraités ne verront jamais leurs 1 200 € minimum de pension de retraite longtemps promise. Voilà votre vision du progrès. Deuxièmement, les femmes continueront de toucher des pensions de retraite inférieures à celles des hommes, en moyenne 39%. Voilà votre vision de la justice. Troisièmement, vous faites reposer tous les efforts sur une seule génération, sans jamais solliciter le patronat. Voilà votre vision de l'équilibre. Madame la Première ministre, une chose est sûre, nous ne partageons pas le même cap. Et nous sommes des millions à refuser d'embarquer avec la droite sénatoriale sur ce radeau de la Méduse. Vous faites l'unanimité et l'unité contre vous. L'unanimité des syndicats, des travailleurs, des millions de personnes qui descendent dans les rues chaque semaine, qui votent la réduction des grèves, la reconduction, et qui ne lâcheront rien. J'aimerais vous demander, Madame la Première ministre, finalement, pour qui et avec qui gouvernez-vous? Ce que vous proposez, consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs, c'est l'alternative mortifère, à savoir la préparation du terrain à la prise de pouvoir du Rassemblement national. Bref, il me reste à vous demander, Madame la Première ministre, êtes-vous des inconscients ou des irresponsables? Pour vous répondre, la parole est au
Ministre du Travail, du Plein Emploi, de l'Insertion. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Cardon, vous dites que vous ne partagez pas notre sentiment, que vous ne partagez pas notre réforme. Nous sommes convaincus que cette réforme a une majorité. Cette réforme a une majorité parce qu'elle peut être votée par tous ceux et toutes celles qui souhaitent sauver et préserver le système par répartition. Cette réforme a aussi une majorité parce qu'elle peut être votée par tous ceux qui sont prêts à aménager et faire en sorte de mieux protéger à la fois ceux qui ont les carrières les plus longues, mais aussi ceux qui ont les métiers les plus exposés à l'usure professionnelle et à la pénibilité. Cette réforme, elle a une majorité parce que celles et ceux qui veulent la voter sont ceux qui veulent faire en sorte que l'emploi des seniors soit amélioré dans notre pays et que nous ayons un taux d'activité qui puisse augmenter. Et cette réforme, elle sera aussi votée par ceux qui sont attachés à la revalorisation des petites retraites. Vous en faites un cheval de bataille, monsieur le sénateur. C'est la démonstration que la gauche aujourd'hui est déconnectée des classes populaires. Avec cette réforme, ce sont 1 800 000 retraités actuels qui vont bénéficier d'une revalorisation pouvant aller de 25 à 100 euros. Ce sont 900 000 parmi eux qui vont bénéficier d'une revalorisation de 70 à 100 euros par mois. Et monsieur le sénateur, nous parlons de retraités qui ont 800, 900, 1000 euros par mois. Si vous considérez qu'une augmentation de 70, 80 ou 90 euros par mois, ça n'est rien pour eux, c'est que vous avez perdu le sens de la réalité. Vous nous dites que nous serions inconscients et irresponsables. L'irresponsabilité est dans votre camp. Elle est dans votre camp quand vous ne faites rien, alors que le système est en train de s'écrouler. Elle est dans votre camp quand vous ne faites rien, alors que notre réforme permet de sauver le système par répartition. Monsieur le sénateur, pendant le débat, dont vous n'avez visiblement pas retenu grand-chose, vous avez eu des mots assez outranciers, comme vous en avez eu à l'instant, à l'égard de la Première ministre. C'est la démonstration, monsieur le sénateur, que la mélenchonisation des esprits que j'ai évoquée, elle vous a gagné, comme elle gagne l'ensemble de la gauche française. Monsieur Cardon. Monsieur Dussopt, votre majorité, c'est tout simplement le 49-3. Monsieur le ministre, si vous voulez. En tout cas, sachez, gouverner sans le peuple et contre lui et ses représentants, c'est dangereux pour la démocratie. C'est la raison pour laquelle, avec le groupe socialiste, nous allons déposer une demande de RIP pour sauver la démocratie, pour sauver la République de vos bâillons. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, Haïti pleurant tous les jours ses morts, ses blessés par dizaines. Haïti affamé. Haïti livré aux mains de gangs. Haïti assistant au viol de ses femmes. Haïti voyant ses enfants recrutés par des groupes armés. Haïti sans gouvernement, sans État, s'enfonce inexorablement dans le chaos. Et pourtant, pas un mot de l'État sur la situation de ce pays à qui nous sommes tant redevables. Ce pays envers lequel nous avons une dette morale, comme le disait si légitimement François Hollande en 2015. Première colonie noire à prendre son indépendance en 1804, Haïti, à bien des égards, a ouvert des chemins, repoussé les limites du possible, et ce alors même qu'elle a été, dès le départ, affublée du fardeau indigne d'une dette insoutenable pour acheter sa liberté. La résolution adoptée par l'ONU en octobre dernier constitue un pas symbolique, mais elle ne peut servir de refuge pour justifier notre inaction collective. Certains pays, comme le Canada, ont fait le choix d'une politique plus active. Que fait la France à 1h30 de vol des pays français d'Amérique? Que fait l'Europe? Il faut désormais aller plus loin que des sanctions. Face au massacre des Haïtiens, devant le retrait des organisations humanitaires qui baissent les bras une à une, il faut organiser la coopération dans le bassin caribéen. Il faut oser l'envoi d'une force de maintien de la paix face au massacre quotidien de civils haïtiens. La terreur, la famine dans laquelle vit la population dans un état désormais inexistant. Dois-je rappeler qu'à la suite de l'assassinat du président Moïse en 2017, Haïti n'a plus de gouvernement? Combien de temps encore allons-nous attendre? Combien de morts encore? Combien d'horreurs? Combien de viols? Combien de drames avant d'agir? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Conconne. D'abord, je vous prie de bien vouloir excuser la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous sommes d'accord sur un point, la situation en Haïti est très grave, à la fois sur le plan humanitaire, sur le plan sécuritaire et bien sûr sur le plan politique.
En revanche, il y a un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord, c'est l'inaction de la France. Aux côtés des États-Unis et du Canada, la France est active, c'est l'une des nations les plus actives pour tenter d'aider les Haïtiens. Nous le faisons notamment dans le cadre du soutien à la police nationale haïtienne et nous allons encore accroître cette coopération et ce soutien. Nous le faisons également dans le cadre de l'aide humanitaire, 8,5 millions d'euros d'aide humanitaire, dont 5 millions d'aide alimentaire qui va directement aux Haïtiens. Enfin, nous sommes, vous l'avez dit, actifs dans le cadre de la diplomatie au niveau des Nations Unies, dans le cadre de la résolution 2653 pour infliger des sanctions aux criminels qui sont les auteurs de ce que vous dénonciez à l'instant, notamment ceux des gangs. Enfin, nous sommes à l'écoute de nos partenaires s'agissant du projet de force internationale d'appui à la police nationale haïtienne sur la forme qu'elle pourrait prendre et nous pouvons envisager d'y apporter un soutien matériel. Et puis je voudrais enfin terminer par le fait que la sortie de crise implique, et vous le savez, un accord inclusif entre les acteurs politiques haïtiens. La mise en place récente du Haut Conseil de transition doit permettre d'avancer vers des élections comme prévu dans le document de consensus national du 21 décembre dernier. C'est en tout cas ce que nous souhaitons pour le bien d'Haïti. Merci. Madame Conconne, vous avez quelques secondes. Je ne peux que déplorer la discrétion, la très grande discrétion des actions que vous venez d'énumérer. Mais c'est vrai, Haïti n'a ni pétrole ni gaz. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez écrit le 3 mars aux fonctionnaires de police pour répondre aux inquiétudes qui se sont exprimées derrière le slogan « Sauvez la PJ de Clémenceau ». Ce courrier a été rédigé avant même que le rapport du Sénat ne soit rendu public. La mission que j'ai eu l'honneur de mener avec ma collègue Nadine Bellureau, au nom de la Commission des lois, avait pourtant émis 22 recommandations adoptées à l'unanimité pour vous aider à faire cette réforme nécessaire. Vous ne les avez pas entendues, vous les avez d'ailleurs à peine attendues. Vous vouliez aller vite, mais vous n'avez pas réussi à rassurer les pégistes qui continuent à exprimer publiquement leur écœurement. Vous deviez restaurer l'attractivité de la filière PJ, vous conforter des envies de démission. Vous n'avez pas davantage rassuré les avocats, les magistrats, qui se joindront aux pégistes demain, partout en France, pour manifester devant les tribunaux. Mais surtout, vous n'avez répondu à aucun des 4 rapports qui ont été rendus sur le sujet. Les inspections ont évoqué l'insuffisance du cadrage initial de l'expérimentation. Notre collègue Dominati, pour la Commission des finances, vous appelait à ne pas déshabiller la PJ. À l'Assemblée nationale, les 2 rapporteurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord. M. Bernalicis craignant une mise à mal du principe d'indépendance de la police judiciaire. Ici, enfin, au Sénat, où nous avons proposé un moratoire jusqu'aux Jeux Olympiques. Il vous permettrait d'améliorer votre copie tout en évitant de fragiliser notre appareil sécuritaire avant l'échéance de 2024. Pourquoi, Monsieur le ministre, avez-vous rejeté ce conseil éclairé du Sénat ? Pour répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Durin, merci pour votre question. Permettez-moi de vous dire d'abord que c'est une réforme très importante que celle de la réforme de la police nationale. Vous-même, vous l'avez souligné dans votre rapport avec Madame Bellureau, comme l'Assemblée nationale l'a souligné, puisque depuis 60 ans, il n'y a pas eu de réforme de la police nationale à ce point structurante. Et en effet, elle fait naître des interrogations, des questions et bien sûr bouscule des habitudes auxquelles le ministère de l'Intérieur et singulièrement le ministre que je suis est particulièrement attentif. Je constate d'ailleurs que le Sénat, dans sa très grande majorité, vous-même d'ailleurs, ainsi que le groupe socialiste, a adopté le principe de cette réforme puisque vous avez voté, vous le savez bien, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur et je crois que nous l'avons co-construite ensemble, singulièrement sur la question de la réforme de la police nationale. Alors vous dites que nous n'avons pas pris connaissance et compte de vos propositions. Permettez-moi de dire, monsieur le sénateur, que c'est faux. Il est vrai que j'ai refusé d'attendre la fin des Jeux Olympiques pour mettre en place une réforme qui est travaillée depuis le ministre Joxe, ce qui ne rajeunira pas grand monde ici, bien évidemment, et qui par ailleurs est travaillée depuis plus de 2 ans et demi par le ministre de l'Intérieur que je suis et qui avait déjà été imaginé par mes prédécesseurs dans le fameux livre blanc. Sur l'intégralité des autres dispositions, nous vous suivons, monsieur le sénateur. Les OPJ devront systématiquement être OPJ, bien sûr, c'est le cas. La formation particulière des DPN est prévue. Nous avons travaillé avec le ministre de la Justice, bien sûr,
pour que l'évaluation se fasse avec les procureurs de la République pour les DDPN. Nous travaillons d'ailleurs avec une lettre conjointe pour rappeler que l'article 12 du Code de procédure pénale soit évidemment que les magistrats puissent saisir les services d'enquête et ce ne sont pas les préfets qui le feront. Le fait que nous serions au rendez-vous des DZPN qui pourront travailler en lien avec les DIPN que j'évoquais dans le courrier, je pense que c'est au rendez-vous également. Vous suggérez l'état des lieux du stock des procédures, c'est votre proposition numéro 1 avec le garde des Sceaux. Nous avons confié une mission suite notamment à vos interpellations. Les moyens spécialisés pour les directions régionales, c'est votre proposition numéro 4, c'est effectivement le cas. Les magistrats devront saisir directement les offices centraux, c'est la proposition numéro 3, c'est déjà le cas. Il faut conclure. Et oui, Monsieur le Président, j'attendais votre rappel pour dire qu'à quel point je ne peux citer toutes les bonnes propositions que nous suivons de la part du sénateur Durin. Monsieur Durin. Écoutez, Monsieur le Ministre, toutes ces bonnes propositions ne sont pas tombées dans l'oreille des pégistes. Et si nous exprimons une inquiétude, c'est que notre conviction et notre crainte, c'est que sans PJ, nous ne gagnerons pas la guerre contre la drogue. Sans PJ, nous ne lutterons pas efficacement contre la criminalité organisée, notamment économique et financière. Nous craignons que la dilution de l'expertise de la PJ, que le tout-voie public ne soit une impasse, tout comme le rétrécissement départemental et la prise en main de l'administratif sur le judiciaire. Alors oui, Monsieur le Ministre, comme les pégistes vous le disent, comme les magistrats vous le disent, pour la sécurité des Français, sauvez la PJ.